Donc aujourd'hui, on va discuter, on va partager avec vous notre expérience, un peu plus longue pour Arnaud que pour moi, notre voyage dans le Lean et comment on essaie de comprendre, de trouver notre voie à jouer les tours sur notre site de production. Donc Hutchinson BDS exactement. BDS, c'est une activité d'Hutchinson, ça s'appelle Belt Dry System. C'est une entreprise qui fabrique des entraînements d'accessoires, en fait, qui vend des accessoires pour l'entraînement automobile, pour les entraînements d'alternateurs, de compresseurs de clim, et également pour l'industrie et pour l'électroménager. Alors, ce que vous avez à l'écran, c'est notre ligne de produits principalement automobile, avec des poulies d'alternateurs, des tendeurs hydrauliques, des poulies simples, et les courroies qui sont le trait commun entre automobile, électroménager et industrie. Donc, comme je l'ai dit, nous évoluons sur des marchés automobiles. Nos clients sont automobiles, truck ou agriculture, c'est un peu la même chose, c'est l'industrie, l'électroménager et l'industrie. Alors on va revenir un petit peu en arrière, faire un petit peu d'histoire, et il y a une dizaine d'années, on a commencé à s'intéresser un peu plus sérieusement, on va dire, à l'amélioration continue. On s'est d'abord intéressé et on a touché un peu nos process pour passer d'atelier métier en cellule de production. On a dû développer beaucoup de polyvalence, donc créer, en fait, travailler sur les standards de travail. Et puis progressivement, on s'est embarqué dans nos premières expériences 5S et systèmes de suggestion auprès des opérateurs. Tout au long de ces années, alors un peu plus tard, quelques années après, il y a 6-7 ans, j'ai mis un premier pas dans le Lean au cours d'une journée comme celle-ci, où Cécile Roche présentait, qu'on a vu ce matin, présentait que le Lean était le développement des personnes. Ce qui m'a un peu interpellé à l'époque. Donc on a continué, j'ai continué avec une partie de l'équipe à faire plein de choses, mais plutôt à déployer un peu la petite mallette qui est en haut à gauche, qui est plutôt une boîte à outils. Les années passent, je m'intéresse un peu plus aux lignes, je commence à lire, je fais des conférences, je relis, je refais des conférences, je comprends plus. C'est assez bizarre comme parcours. Néanmoins, dans toutes ces années, on obtient quelques résultats, aussi bien sur l'aspect sécurité, sur le bond du premier coup, ou sur l'engagement des gens à améliorer leur poste de travail. Et progressivement, on continue de déployer un certain nombre d'outils, pas de manière complète sur l'usine, mais on fait quelques expériences sur les flux tirés, sur la pratique de l'andon, sur le SMED, la résolution de problèmes et le Kaizen 6 points. Je parle bien de pratique parce que là, on commence à changer un petit peu et à comprendre que le Lean est un système d'apprentissage et on obtient des résultats, mais... Et pendant ce temps-là, au développement, eh bien oui, au côté développement, chez Hutchinson, et à l'échelle du groupe, en fait, se déroulait la même mécanique. Le groupe s'intéressait de plus en plus au Lean, a d'abord développé le HPS dont Arnaud vient de parler, qui s'appelle Hutchinson Production System, a ensuite voulu faire le HDS et a fait le HDS, Hutchinson Development System. Donc moi je suis développement, en essayant de mettre à disposition un certain nombre d'outils Lean pour rendre notre travail un peu plus efficace dans la mouvance. Alors on a commencé entre autres à déployer quelques outils comme ceux que vous pouvez voir ici, donc un beau visible planning avec des post-it qui s'est ensuite digitalisé, donc vous voyez la transition. On a toujours les deux chez nous, hein. Chacun aime bien l'un ou l'autre. On a développé aussi la pratique de cahier des charges enrichis, c'est-à-dire dès le début d'un projet se mettre d'accord sur les objectifs, bon, des choses qui doivent parler à certains d'entre vous. Et puis on a mis en place un jalonnement de nos développements qui s'appelle TRL, une échelle de TRL, qui est bien connue dans le monde de l'industrie, qui nous permet de savoir à peu près quel est le niveau de maturité d'un produit. Bon, voilà, tout un certain nombre d'outils d'inspiration Lean plus ou moins directs.
2017, dans la gamme des outils du HES, en fait, le HPS et le HDS ont été regroupés dans le Hutchinson Excellence System. On a effectivement commencé à s'intéresser un peu plus aux gens et donc à leur rendre le pouvoir et avec bien sûr comme objectif de les rendre autonomes, on en a un petit peu parlé ce matin, et d'avoir leur engagement au maximum. Donc même chose, un certain nombre d'outils, de méthodes, de pensées. On arrive à faire des choses, on développe les projets un peu différemment, mais notre sentiment c'est qu'on était encore un petit peu sur notre fin. Comme le dit Thierry, on s'améliore chacun dans nos services et on affûte nos bateaux, chacun de notre côté, et on va à peu près dans la même direction. Là, on va plein sud. Il y en a un qui va plutôt sud-ouest et l'autre plutôt sud-est, et le client il est quelque part au sud. Donc on se dit que c'est peut-être pas encore tout à fait top, et on commence à toucher du doigt qu'il faut qu'on arrive vraiment à mieux travailler ensemble, parce que finalement, des organisations très efficaces ne mènent pas forcément à une entreprise complètement efficace. Et on avait un peu peur que les années passant, à force de structures, d'outils, on tombe dans le big company disease, et que finalement nos processus et nos interfaces entre services ressemblent à ça, avec un client qui tout au bout, on n'est pas sûr de vraiment tenir la promesse qu'on lui a faite au départ, et qu'un jour peut-être nos clients ils ressembleraient plutôt à ça, un peu évasifs avec nos produits, alors qu'avec Thierry, on rêvait d'avoir des clients plutôt comme ça, plutôt qui rêvent de nos produits, qui tirent la langue devant nos produits, qui ne peuvent pas se passer de nos produits. Et donc on s'est dit, faut quand même faire quelque chose, et il faut travailler nos interfaces, il faut travailler notre fluidité entre services, sans tomber dans on se met tous ensemble et on fait une réunion collective de travail. Il faut que chacun s'affûte dans son domaine, mais il faut qu'on fasse beaucoup plus attention aux interfaces. Alors pourquoi s'engager ensemble dans une pratique lean ? La première des choses, c'est qu'on n'est pas tout seul, il y a énormément de concurrence sur nos marchés, et si on veut gagner la course, faut être affûté. Mais ce qu'on va aussi surtout chercher, c'est à s'assurer pour les années futures une croissance qui soit rentable, en développant progressivement un avantage concurrentiel et en développant vraiment de vrais partenariats avec nos clients pour qu'on puisse leur attraper la langue et plus la lâcher après. Comment le faire ? Comment s'engager dans cette pratique lean ? Forcément, effectivement, en visant la satisfaction client, qui est un terme qu'on retrouve souvent, mais il faut que la satisfaction client elle soit pleine, entière et continue, pas un seul moment. Il faut qu'on continue de manière continue le service ou le produit répondre pleinement à ce qu'attend notre client. Et ça, on sait qu'aujourd'hui, ça doit passer par la participation volontaire de tout le monde à la qualité et au coût le plus faible. Et on apprend aussi que finalement, ce qui nous relie tous dans l'entreprise, c'est le produit. Le produit, c'est quelque chose de physique, puisqu'on a la chance en fait d'avoir sur le site de Jouer les Tours le développement, le commerce, la production et tous les autres services. C'est vraiment le produit qu'on peut toucher, où on peut échanger échanger physiquement avec quelque chose. Donc maintenant, pour amener un peu la présentation à moi depuis toujours, ma conviction, c'est que dans une organisation, on ne peut pas forcer les gens à faire quelque chose. Alors on peut un petit peu, clairement, on fait péter les galons par les hiérarchies et les gens vont faire les choses, mais en général, ça va pas très loin et ça dure pas très longtemps. Donc ma conviction profonde, c'est il faut des gens motivés, il faut des gens qui comprennent ce qu'ils font et qui ont envie de le faire. Donc la motivation est le moteur le plus puissant pour l'entreprise. Avec une petite armée de gens motivés, vous déplacez des montagnes. Donc ça passe par la compréhension des enjeux et des objectifs,
Et pour cela, malgré tout, même si on a des gens motivés, c'est bien qu'ils soient motivés, il faut qu'ils soient compétents. Donc on a aussi besoin d'avoir des compétences fortes, donc des gens motivés, qui savent où on va et qui sont compétents. Donc moi, je viens initialement du DMIC Six Sigma. Je suis Black Belt. J'ai eu l'occasion de pratiquer sur plusieurs projets, de dérouler le DMIC Six Sigma. Alors, dans le monde du Lean, c'est perçu de façon diverse et variée. J'ai côtoyé le Lean Six Sigma sans trop savoir ce que c'était. C'est resté pour moi qu'un nom. Donc, quand même, le Six Sigma et la méthodologie associée a l'avantage d'ancrer et de développer des compétences statistiques fortes, de donner aux gens des outils pour arriver à se débrouiller avec des données. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Mais ma conclusion sur tous les projets que j'ai pu soit mener, soit suivre, c'est que, dans le DMIC, pour ceux qui connaissent, au début, on demande l'avis d'experts qui nous orientent sur des collectes de données, on les collecte et on analyse à la fin. Et on tire des conclusions. C'est un PDCA, mais un peu scientifique. Ma conclusion, c'est que les experts, ils ont souvent tort. Dans tous les projets que j'ai suivis, les experts, au début, ils s'étaient trompés. En fait, ils listent les choses et à la fin, on s'aperçoit que les variables les plus fortes qu'on suivait au début, c'est rarement les bonnes. Donc, ma conclusion, ça serait peut-être pas mal de développer des vrais experts. Et là, on rejoint mon couplet précédent sur la compétence. Donc, développons des gens compétents. Donc, petit à petit, j'arrive dans le Lean, où le Lean est très frais chez moi et franchement, je connaissais rien du Lean jusqu'à ce que ce monsieur-là un jour me dise tiens, il y a une journée Lean organisée, c'est pas loin, c'est à Tours, on est à jouer Tours, on est à côté, ça serait pas mal que tu viennes voir ce que c'est. Il m'en avait parlé un petit peu avant, il m'en avait parlé mais j'avais rien fait. Franchement, je suis allé à la journée et à la journée j'accroche bien et le même jour je commande ce livre qui est là et je me mets à lire. Voilà, c'est mon premier livre, Lean, le Toyota Product Development System. Allez-y, c'est un bon livre. Donc voilà commence mon aventure dans Lean. Et puis donc tout de suite après, la Lean Engineering Academy, dans le cadre de l'ILF, en 2018, qui est notre formateur, c'est Michael Ballet ici. Donc Michael qui, pour ceux qui le connaissent, très rapidement me fait comprendre ce que veut dire refus d'apprendre et désir d'échec. Donc ça me pique un petit peu au vif et je me dis que je ne vais pas en rester là. Donc l'aventure commence vraiment là. Je rentre après à jouer Tours et on est tous les deux, on l'a fait ensemble, l'académie, pour vraiment avoir le lien production-développement et regarder ce qu'ensemble on peut faire. Je rentre à jouer Tours et je me dis ça ne va pas se passer comme ça. Donc au cours de cette première année d'apprentissage au travers de l'académie, on réapprend un peu ce que doit être un produit. Un produit, il doit délivrer une performance, il doit atteindre un niveau de qualité, c'est la promesse, c'est la réalisation de la performance qu'on a promise au client. Et effectivement, il doit être à un coût qui permet d'assurer, de satisfaire le client. Et pour ça, on se met pas à réfléchir, mais c'est une maxime de Toyota qui dit « good thinking, good product », qu'on accroche tous les deux et qu'on a un petit peu dans un coin de la tête. Et comme l'a dit Thierry, pour faire des super produits, il faut des gens passionnés. Il faut vraiment des passionnés, il faut des experts. Et au fur et à mesure de cette année d'apprentissage, on apprend aussi que zoomer sur que le résultat n'est pas nécessairement la bonne cible. Il faut faire attention à la méthode parce que si on obtient un résultat par chance, il ne vaut pas grand-chose pour les itérations suivantes. Et donc, on a vraiment la conviction profonde qu'il faut qu'on développe des talents et qu'il faut qu'on travaille vraiment à faire un focus sur la méthode, la réflexion, plutôt que sur le résultat. Donc concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce que l'on fait? Par quoi l'on commence? Eh bien, moi, mon cheminement est exactement celui que je vais vous présenter. Donc, un des fils conducteurs
des machines, c'est le Gemba. Le Gemba, c'est aller sur le terrain, voir ce qui se passe. Bon, aller sur le terrain, voir ce qui se passe. Quand on dirige une production, on voit ce que ça veut dire. Quand on va dans l'atelier, on regarde ce qui se passe. Quand on dirige des développeurs, des dessinateurs qui sont dans leur bureau, c'est un peu plus abstrait. Bon, et ben c'est la même chose en fait. Hein. Donc tout de suite, je commence et je me dis bon, allez, tous les jours, je vais me prendre 1 heure, tous les matins, et je vais tous aller les voir. Moi, mon service, tout le monde est regroupé dans 6 bureaux à peu près. Je mets un cadencement en place, les gens savent quand j'arrive, et tous les jours, je traite avec eux les informations de la veille, du jour, les difficultés. Quels sont les problèmes? Je cherche les problèmes tout de suite. Où est-ce qu'ils bloquent et qu'est-ce que je peux faire moi? Est-ce qu'on est vraiment sur les bons sujets? C'est-à-dire, ouais, ils travaillent, mais est-ce qu'ils travaillent vraiment sur les sujets sur lesquels il faut travailler maintenant? Donc, vérifier ça. Et puis, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? C'est quoi le problème que je pourrais débloquer tout de suite pour vous? Donc ça, c'est l'idée de départ. Après 18 mois de pratique, donc comme ça vous pouvez voir que j'ai commencé presque tout de suite dès la première séance de la Lean Academy. Après 18 mois de pratique, mes conclusions, c'est dur de respecter le rythme. C'est franchement dur. 1 heure par jour, c'est bien. C'est dur de tenir le rythme, on n'est souvent pas là. Donc j'ai un petit peu changé de braquet pour m'orienter vers d'autres pratiques. Maintenant, j'y passe le mardi et le jeudi. Même chose, suivant un cadencement bien précis que j'essaie de tenir, comme ça les gens savent exactement quand je passe. Je suis en fonction des bureaux, entre 10 et 15 minutes par bureau. Les gens savent quand j'arrive, quand je pars, donc ça ne leur prend pas trop de temps à eux. Et moi, ça me permet rapidement de faire le fil conducteur dans mon service, de voir ce qui se passe, de sentir la température et de pouvoir réagir après dans la journée. Donc voilà. Ça donne de très bons échanges d'informations. Alors, au début, évidemment, comme c'est une nouvelle pratique, les gens vous regardent d'un air un petit peu curieux, mais ils disent rien, parce que je suis le chef. Et puis finalement, ça vient bien, et quand je suis pas là, parce que j'oublie de m'excuser, ils me le disent, ils me le font sentir. J'insiste sur le bad news first, les mauvaises nouvelles d'abord. Il faut dédramatiser et démystifier la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, il faut y aller doucement, j'allais dire c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, ça veut dire qu'il y a un truc qu'il faut traiter. Il faut le traiter maintenant, il ne faut pas le garder caché, donc il faut en parler. Donc on commence par ça pour parler des autres sujets après. Et puis je vérifie ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur les bons sujets, est-ce qu'on avance tous dans la bonne direction et dans la même direction, surtout, ça c'est important. C'est pas trivial, hein, ça semble facile à dire, c'est pas évident. Et puis, ce que je constate, c'est qu'il y a ceux qui adhèrent dans le service, donc il y a des gens qui sont ponctuels, qui sont là quand j'arrive, absolument, puis il y a ceux qui adhèrent pas. Il y en a quelques-uns. Bon, dans mon service, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un. Il y en a un qui, systématiquement, peut pas être là. Bon, c'est comme ça. Bon, c'est pas grave, les autres sont là, et puis j'en profite. Bon, mais ma conclusion, c'est que cette pratique-là, c'est un bon début, mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Donc, prendre les infos, regarder si tout le monde va bien, si tout le monde est en ligne, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc le Gemba Walk, il faut aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il faut quand même que moi, développeur, je fasse le Gemba dans l'atelier. Il faut que je connaisse l'atelier, il faut que j'aille au contact des difficultés que rencontre Arnaud, parce que c'est avec la connaissance de ces difficultés que moi, je pourrais peut-être intégrer quelque chose dans mes développements qui feront que Arnaud n'aura plus de difficultés demain. Vous savez ou vous ne savez pas, mais 80% des coûts sont liés au développement. Donc après, Arnaud, il fait ce qu'il peut pour corriger les problèmes, mais tous les problèmes qu'il a, c'est 80% liés à mon activité de mon service. Donc le Gemba Walk atelier, c'est vraiment s'intéresser pour apprendre, donc l'atelier de production. Alors là, je le fais 1 heure par semaine, je tiens ça depuis le début, vous pouvez voir que... Non, vous ne pouvez pas le voir, vous le verrez à la page d'après, mais ça fait un peu plus d'1 an que je le fais. 1 heure par semaine, toutes les semaines, je vais dans l'atelier, et je regarde, je parle, je tourne pendant 1 heure et en général je finis, un peu moins ces derniers temps, mais par un café dans le bureau d'Arnaud. Donc ça c'est pas mal. Mon objectif, connaître les opérateurs, vraiment connaître les opérateurs, c'est aller les voir, leur parler, que eux me connaissent, qu'ils sachent ce que je viens faire là, comprendre leurs problèmes, écouter les réponses qu'ils ont pu apporter à ces problèmes, et puis leurs questions aussi. Alors, je détaillerai un peu après, mais les questions, elles ne viennent pas tout de suite. Et puis enfin, savoir ce qui va, et surtout savoir ce qui ne va pas, plutôt, et surtout savoir ce qui va, pour ça, essayer de l'exploiter, essayer de le travailler, d'aller plus loin. Ça sera important pour la suite.
Donc ça fait un peu plus d'un an en fait que je pratique ça et ça se déroule vraiment comme ça, c'est comme ça que je l'ai perçu. C'est-à-dire qu'il y a une première phase, c'était la phase d'acclimatation. Alors cette phase-là, c'est parce que les gens qui vous voient pas forcément. Alors moi, j'allais quand même dans l'atelier, mais pas pour faire cet exercice. Je passais dans l'atelier. Là, j'y suis allé pour les rencontrer. Et donc au début, les gens, ils me regardent un peu bizarre. Moi, qu'est-ce qu'il vient faire là? Lui, en plus, il est habillé pas comme moi, donc puisqu'il va pas aller dire des choses que je fais pas bien. Donc il y a cette partie d'acclimatation réelle, acclimatation de moi dans l'atelier, où les gens s'habituent à me voir. Et puis ils me voient une fois, deux fois, trois fois, puis au bout d'un moment, ils s'aperçoivent que je reviens régulièrement. Donc là, on passe à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est la confiance et la confidence. Confiance et confidence parce que ils ont vu que j'étais là, que j'étais régulier et sérieux, que je m'intéressais à leurs problèmes et que parfois je les aidais et que parfois je leur donnais des informations pour essayer de les éclairer sur leurs problèmes. Donc là, c'est vraiment là que l'échange se met en place. C'est vraiment génial parce que à cette étape-là, moi, dans l'atelier, j'apprends plein de choses. Je vois plein de choses, comment font les choses. Je suis chez Hutchinson en tout depuis 20 ans. Je me suis promené, je suis allé aux États-Unis, je suis revenu, j'ai fait plusieurs stages en développement. Donc je connais quand même plutôt bien le truc. J'ai appris énormément de choses cette année dernière. Alors je m'ai riche en informations, peut-être trop, parce qu'au bout d'un moment, les gens, à chaque fois que vous passez, même si c'est juste pour aller boire un café, ils vous attrapent et ils veulent vous faire voir un truc. Alors c'est chouette, hein, mais parfois c'est pas toujours que des trucs intéressants. Bon, ça, c'est comme ça, c'est pas grave. Et puis, il y a l'étape numéro 3, et en fait, c'est la plus dure pour moi, c'est l'étape numéro 3, ce que j'appelle le ronronnement. Alors, au bout d'un moment, on va dans l'atelier, puis on tourne, et puis on sait plus trop quoi regarder. Et puis ça, alors, j'en ai parlé, j'ai partagé avec Arnaud, on a essayé des choses. Arnaud m'a dit une fois, il faut que tu changes ton standard. Ok, c'est quoi le standard? Bon, pas facile. Alors j'y retourne dans l'atelier et puis j'essaie de faire des choses un peu différentes. Mais cette étape-là, elle est difficile et c'est là vraiment qu'on commence à entrer dans le dur. C'est comment on continue à apprendre alors qu'on semble avoir compris les choses. Alors première idée que l'on a eue, je dis tiens, je vais changer mon standard, on va le faire à deux. Une fois j'ai attrapé Arnaud. Bon, c'est un peu compliqué de faire le Gemba avec Arnaud parce qu'Arnaud c'est quand même le chef. Donc les gens, du coup, ils se comportent un peu différemment avec moi. J'ai essayé avec une autre personne, avec le responsable, c'est pas le responsable d'Indus, mais Geoffrey, d'industrialisation, pareil, pour faire la même chose. Et bon, à deux, c'est pas pareil. Quand vous êtes deux face à la personne, les gens, ils communiquent pas de la même façon avec vous. Donc j'ai abandonné cette idée. Le Gemba, c'est quelque chose qui se fait tout seul. Vous y allez et vous allez avec l'intention d'apprendre des opérateurs dans l'atelier. Donc après, j'ai essayé un autre truc. J'avais vu ça dans un livre. Je ne sais pas si vous connaissez le Ono Circle, le cercle de Ono. En fait, c'est Ono qui, avec un de ses disciples qui avait le même problème que moi, c'est-à-dire il allait dans l'atelier puis il disait moi c'est bon, je connais tout. Il lui a dit ok, tu connais tout, alors tu vas te mettre là dans l'atelier. Il a fait un cercle autour et puis il dit tu restes dans ce cercle et tu sortiras quand je viendrai te chercher. Et il est resté 8 heures dans le cercle, dans l'atelier, comme ça. Regarde. Et en fait, ce qu'il s'est aperçu, c'est que quand vous faites ça, au bout d'un moment, au début, il ne se passe rien du tout, et au bout d'un moment, vous commencez à voir des choses. Parce que vous allez vous habituer à un flux, à un process, à des choses qui arrivent, et ça ronronne, et là, il s'est passé un truc. Et c'est ce truc-là qu'il faut attraper. Donc, j'ai fait ça. C'est-à-dire que je me suis mis à un endroit dans l'atelier et j'ai regardé. Alors, je ne l'ai pas fait 8 heures. Je l'ai fait 20 minutes. C'est dur. C'est très dur à faire parce que au début, les gens, quand même, ils vous regardent, ils disent « quoi ?» C'est un peu bizarre, même chose. Et puis même pour vous, c'est franchement dur de supporter le regard des gens. Ils vous disent « là, il faut que je tienne. » Mais c'est vrai, en fait. Moi, en 20 minutes, alors c'était presque à la fin, mais il s'est passé un truc que j'avais jamais vu. Donc, ouais, ça marche. Il faut le faire, il faut se poser, il faut regarder. Bon, c'est pas facile. Avoir un standard, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis persévérer, c'est ce que je viens de dire. Faut pas lâcher. Il faut être régulier, il faut y aller, passer votre heure, tourner, discuter. Voilà, ça, il n'y a pas de secret. Un petit zoom sur ma pratique de Gemba que j'ai également changé cette année ou depuis l'année dernière. Aujourd'hui, j'ai 2 Kanban par semaine, donc je fais 2 Gemba. Le format est un petit peu différent de celui de Thierry, j'ai un standard différent, c'est 45 minutes par Gemba. Je vois chaque atelier une fois par mois. Et aujourd'hui, je m'intéresse à 4 points. 2 points systématiques qui sont sur l'aspect sécurité.
Comment le chef d'atelier, d'un point de vue visuel et auprès des équipes, fait partager l'orientation client. Et puis, je demande aux équipes de me préparer un sujet sur lequel ils veulent discuter. Donc, ça peut être un Kaizen, ça peut être une résolution de problème, ça peut être le problème qualité du moment. Et parfois aussi, on discute d'un point d'intérêt que j'ai, parce qu'au fur et à mesure de la mise en place d'un certain nombre d'outils, si on témoigne pas de l'intérêt régulier à une pratique ou à quelque chose qui est mis en place, eh ben, les gens, au fur et à mesure, considèrent que si vous y accordez pas d'intérêt, c'est que c'est plus la mode, donc c'est plus la peine de continuer à faire vivre. Donc, vous avez mon séquenceur sur la partie de droite, vous voyez qu'il y a du vert, il y a du rouge. Il y a des périodes, c'est beaucoup plus compliqué de tenir la promesse qu'on fait aux équipes, de venir échanger avec eux sur le fonctionnement de l'atelier. Par contre, des fois, c'est des vraies découvertes, des vrais échanges, et c'est un vrai moment aussi pour remercier l'équipe qui avance dans son atelier et qui progresse et qui apprend des choses. Donc après, pour continuer dans le développement et pour travailler la motivation et la compétence, et dans la mouvance Lean Academy, il y a le Chief Engineer et l'OBEA produit. Alors, qu'est-ce que l'on a fait, nous, concrètement? C'est qu'on a mis en place ce qu'on appelait des plateaux de développement. Donc, des endroits où on allait mettre les gens ensemble pour travailler sur un projet bien identifié et identifié comme prioritaire pour l'activité. Donc, c'est ce que j'appelle la colocation, mettre tout le monde au même endroit. Et puis, essayer de travailler sur OBEA produit, process pour vraiment partager les objectifs et les problèmes que tous les membres de l'équipe soient en ligne sur qu'est-ce qu'ils doivent faire et quand accessoirement. Et également une revue technique hebdomadaire donc, que moi je fais avec le Chief Engineer qui est dans mon équipe, au cours de laquelle eh bien, on va, à travers des questionnements, des approfondissements, développer la connaissance, c'est-à-dire je vais chercher à creuser ce qu'ils ont compris ou ce qu'il reste à comprendre et à voir si ça tient la route. Donc ça, c'est un échange dual, 2 à 2, pour voir si ça va bien. Et à la fin, l'étape finale, c'est comment on peut capitaliser ça. Et en général, on commence par le capitaliser dans l'OBEA et après, on réfléchit clairement encore à d'autres formats. La capitalisation n'est pas évidente. Après 18 mois de pratique, alors l'enseignement que j'en tire, c'est la colocation, il faut le faire à bon escient. Nous, clairement, on l'a fait parce que les gens qui devaient travailler sur ces équipes-là étaient très chargés par ailleurs et on a dit au moins, pendant ces 4 heures-là, tous les jours, on va les bloquer sur ce sujet-là. Mon enseignement, c'est que c'est pas la bonne méthode, en fait. C'était pour pallier à une déficience de notre organisation. On choisissait pas. Donc, on a dit, on va bloquer les gens quelques temps pour faire ce travail-là. Malgré tout, ces gens-là, ils avaient encore tous les autres projets à côté, donc il a fallu qu'on fasse le ménage. Donc, la colocation, c'est pratique, c'est utile. Il faut le faire pour la bonne raison, c'est-à-dire pour que les gens soient vraiment ensemble dans un endroit et pas parce que ça nous arrange de les charger comme ça, en fait. Les revues techniques, il faut créer le climat. C'est-à-dire qu'au début, c'est un peu difficile d'être en face et puis de discuter, créer le climat. Mais une fois qu'il est créé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce sentiment de confiance, ça se passe bien. Donc c'est très riche. Là, on va très loin dans la connaissance. Ça permet vraiment de valider le savoir et de l'ancrer. Et donc là, ce que j'ai écrit ma dernière phrase, c'est construire la connaissance et qu'à la fin, on la partage avec le groupe. Et là, ça devient quelque chose de sérieux et de solide sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour la suite. L'OBEA produit, donc management visuel. Alors même chose, pour la mise en place de l'OBEA, il faut savoir être patient. Il faut du temps. Vous allez voir dans les exemples, c'était nouveau chez nous d'avoir une OBEA technique, produit, process, donc il faut du temps. On n'y est pas encore, hein, mais on s'en approche, c'est pas mal. Et il faut surtout laisser l'équipe s'approprier l'outil. Il ne faut pas le faire. Il faut que ce soit l'équipe qui le fasse. Alors, après 18 mois de pratique, voilà, en photo, au début, voilà, quelquefois ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'on dit qu'il faut faire quelque chose, ouais, faites une OBEA, partagez vos difficultés techniques, partagez là où vous avez envie d'aller, allez-y, vous avez tout un mur, faites ce que vous voulez. Bon, parfois ça fait ça. Bon, avec ça, on va pas loin. Bon.
après discussion, après travail, on peut arriver à des choses comme ça. Donc ça, c'est un truc très sympa où dessus vous retrouvez au milieu les objectifs, où est-ce qu'on veut aller. Sur la partie gauche, des batailles techniques, des gens qui se posent des questions. Vous retrouvez des radars de performance. Et puis sur la partie droite, à droite pour vous, oui, vous avez du process. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut coincer sur le process? Donc là, vous avez tout. Elle n'est pas encore optimale, cette OBA. On peut encore faire mieux. On verra peut-être un exemple après, je crois, où là, vraiment, c'est le top. Mais ça, c'est, moi, j'en suis déjà très fier. Je mets un peu la pression, la Caroline, mais ça va bien aller. Moi, j'en suis déjà très fier. Et puis, dans cette OBA, là, on touche du doigt des sujets techniques. C'est pas une OBA pour être jolie, c'est une OBA pour parler technique et de la technique violente. Et on arrive à faire des choses comme ça. Alors là, voilà, on discute. Vous voyez, là, ce sont des schémas que les gens ont fait. Ils débattent très profondément tous autour d'un papier ou d'un tableau blanc pour dire bon, bah voilà le problème, comment je le sens, voilà ce que je peux faire. Voilà, ça, c'est pas un joli dessin CAD, mais ça vaut son pesant de cacahuètes. Le dojo, on en a parlé ce matin en introduction. On en fait tous les deux. Hein. Moi, j'ai aussi une pratique du dojo que je fais avec 2 personnes, donc sur 2 chantiers. Un sur lequel j'essaie de développer la pratique du A3 et l'autre sur lequel on travaille sur une matrice QFD. Alors le dojo, 20 minutes, ouais, pourquoi 20 minutes? Donc 20 minutes, c'est vachement bien comme format. 20 minutes, c'est super bien à partir du moment où vous mettez en place un cadencement régulier, c'est-à-dire que vous savez que toutes les semaines ou toute la fréquence que vous avez à définir, ça revient. Parce qu'en 20 minutes, quand vous n'avez que 20 minutes, vous attaquez tout de suite le sujet, vous ne parlez pas de la pluie et du beau temps, et même si à la fin des 20 minutes, vous n'avez pas fini, vous savez que la semaine d'après, on peut recommencer. Et ça, c'est sûr. Donc 20 minutes, c'est très bien. Les objectifs, c'est que moi, j'aille sur le terrain de mon collaborateur pour voir comment il avance sur la problématique que je lui ai soumise et qu'ensemble on en parle, on en discute, on voit ce qui coince, on voit ce qui va bien. Et donc voilà, l'objectif c'est ça, apprendre ensemble et challenger. Après 6 mois de pratique, le dojo, c'est top, c'est vraiment extraordinaire. On voit des gens se développer, des gens aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Donc c'est très enrichissant sur tous les points pour les 2 parties. Le format, il est bon. Faut pas s'étendre, donc les 20 minutes j'y resterai, je ferai pas plus, ça sert à rien, ça marche très bien comme ça. Parfois, par contre, il faut chercher sa voie, il faut savoir rebrousser chemin. Mon dojo à 3, on était parti sur une mauvaise piste, un moment on était en train de se perdre, on s'est arrêté, on a fait 3 pas en arrière, et Fabrice qui travaille dessus, il est revenu d'une façon que je pouvais même pas imaginer. Donc là, il a fait un truc super derrière. Donc voilà, il faut savoir à un moment dire non, là on va se perdre, on revient un petit peu en arrière et on repart bien. Voilà, c'est ce que vous avez encore à l'écran sont des illustrations, mais là sur le dojo, donc le dojo en fait on va pas, je vais pas sur le bureau de mon collaborateur, mais on a une salle dans laquelle on a des grands espaces où on peut vraiment afficher des choses, griffonner. Là on discute, donc le dojo ça prend ces formes-là, on peut arriver à des jolies matrices QFD. Alors vous voyez tous les diagrammes là, tous les radars que vous avez à côté, c'est pour ce qui permet de constituer la matrice QFD. Ce joli A3 dont je suis si fier, c'est pas moi qui l'ai fait, mais bon voilà, il est très bien. Et puis, ça parlera peut-être à certains, ça c'est un outil puissant mais un petit peu compliqué, c'est un CID, un diagramme d'analyse causale, donc qui est un des blocs du A3 mais qui permet d'expliquer vraiment très profond quelle est l'architecture de notre produit et pourquoi on a un problème sur un point. Petite expérience aussi sur le dojo que j'ai démarré un petit peu avant l'été. Même chose que Thierry, c'est un truc extraordinaire. Ça permet de challenger le raisonnement du collaborateur, de clarifier le sujet. Ce matin, on parlait, 80% du temps, il faut clarifier le sujet, bien comprendre pourquoi est-ce que c'est un problème, de faire l'effort de décrire la situation compliquée et où sont tes datas. Parce qu'on parle, mais où sont tes datas? Des fois, on ne sait pas trop où elles sont. Et donc, un peu comme on l'a vu avec Thierry, dans les premiers dojos, j'arrive avec un A3 qui a cette forme-là, qui est bien dactylographié. Alors, le deuxième cours, il y a quelques ratures, on a amélioré ça. Et puis, la semaine suivante, je reviens et je trouve ça. Alors, le A3, il est tout en haut et vous avez plein de data, plein d'explications.
Et là, on peut se mettre avec le collaborateur face au problème. Tout à l'heure, Thierry disait c'est parfois difficile d'échanger l'un en face de l'autre. Là, on est face au problème, on décrit la situation, on essaie de comprendre ce qui se passe et pour moi, j'essaie de comprendre quel est le cheminement du collaborateur, quel chemin il prend, quel est son mode de raisonnement. Bon, et puis on fait des choses un petit peu aussi inhabituelles, donc proposition décalée, un book club. Alors décalé, pourquoi? Parce que dans notre monde de la technique et de l'ingénierie, quand on est habitué à parler problèmes, techniques, de pièces qui cassent, d'essais qui vont pas bien, et qu'on va voir le collaborateur et qu'on lui dit tiens, ça te dirait de lire un livre? C'est pas habituel. Et puis surtout, et ça te dirait qu'on en parle régulièrement ensemble. Donc là, la personne que l'on a en face met un petit peu de temps à agir. Bon, quelques-uns accrochent au truc, donc je mets en place ce book club. Je pars sur ce livre, donc de Cécile Roche, Lean en ingénierie. Et puis, on le lit ensemble. Un petit groupe de volontaires, des personnes de mon service. Je voulais vraiment que la notion se diffuse dans le développement. Donc, livre commun choisi par l'animateur. Bon, l'animateur, c'est moi. Et puis, tous les 15 jours, autour d'un déjeuner, on en parle. Alors, où est-ce qu'on en est et comment on avance, en fait, et quelles sont les impressions de chacun et qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Voilà, ça, c'est l'idée du book club. Donc, ça a commencé, ça continue. Et puis, on se dit comment essayer d'attirer plus de monde dans l'entreprise, parce que c'est bien d'avoir que du développement. Donc, on crée le vidéo club sandwich. Une fois par mois, 12h, 13h, on commande les sandwichs au restaurant. C'est invitation libre, hein. Donc on a la prod, le développement, l'indus, la qualité, les achats qui s'intéressent au lean. Et puis, j'essaie de trouver dans mon shop stock de vidéos des choses intéressantes. Donc on passe 1 heure et puis ça permet, c'est pas une leçon, hein, c'est juste de partager des trucs sympas, les gens accrochent, on discute, ça alimente les discussions de café plutôt intéressantes, mais c'est un moment qu'on veut convivial. Donc après 6 mois de pratique, le book club, c'est à peu près l'âge qu'il a. Il faut s'adapter au rythme de lecture. Voilà, petit conseil. Les gens lisent pas forcément très vite. Donc, il faut s'adapter. On attend, c'est pas grave. On peut lire autre chose en attendant, mais faut pas s'en affranchir. Ce qui est intéressant, c'est ces discussions que j'appelle donc off-site, off-project, off-produit, c'est-à-dire c'est en dehors de notre contexte du travail. Bon, même si c'est à la cantine, hein, c'est un petit peu en dehors du contexte du travail. C'est pas lié à un projet et c'est pas lié à un produit. C'est vraiment le travail sur la méthodologie. C'est s'intéresser, je crois qu'Arnaud t'a dit ça, s'intéresser à la méthode avant de s'intéresser aux résultats. Donc ça, c'est vraiment le truc. Et puis le mode d'emploi de ce book club, je mets en cours de conception parce que je sais pas très bien comment le faire évoluer derrière. Donc ça, j'y réfléchis encore. Est-ce qu'on doit mettre les gens sur plusieurs livres différents? Bon, voilà, ça c'est la sauce. Mais peu importe, ce qui compte, c'est ce rendez-vous régulier au cours duquel on parle du lean et de la méthode autour du lean et de pourquoi on fait du lean. Voilà. Dernière pratique qu'on commence tout juste à mettre en place avec Thierry, c'est l'université. Donc c'est aussi d'avoir un rendez-vous 1 fois par mois où on va présenter des A3, des A3 ou de la résolution de problèmes, hein, mais échanger entre principalement l'indus, le dev et la production. Donc voilà, ça c'est un autre A3 conduit par l'indus qu'on a partagé. Ça c'est une photo de Marion qui est Chief Engineer, qui présente un projet développement aux gens de production. Et puis, ça, c'est une résolution de problème menée par l'équipe production qu'on partage avec le développement. On s'aperçoit en fait qu'on apprend plein de choses qu'on savait plus, qu'on a oublié, qu'on ne savait pas. Par contre, c'est un exercice qui est parfois un peu difficile parce que délivrer son modèle, son schéma de pensée, c'est un peu se mettre tout nu. Et comme on a vu tout à l'heure la vidéo où on fait notre cerveau peut nous tromper, on raconte des choses où on n'est pas sûr de la vérité. Donc il faut être cool avec les erreurs. Ce qui est important, c'est encore une fois le cheminement de l'apprentissage, le raisonnement. Bien sûr, on cherche à atteindre aussi un résultat tant que possible, mais on fait attention à pas frustrer en fait les gens.
dernier exemple aussi de la résolution de problèmes, ou sur un problème production, on a réussi à attirer l'Indus, le développement. Vous voyez ce qui est aussi important, c'est de savoir établir un modèle, une théorie, avant de se lancer dans problème-solution. Moi, je pense qu'en faisant ça, ça va marcher. Pourquoi ? Quel est ton modèle ? Quelle est ta théorie ? Pourquoi ça va marcher ? Explique-moi. En général, c'est résultat par chance ou résultat avec la bonne théorie. Et puis, c'est s'entraîner à construire des vrais PDCA. Ce qu'on a appris tout au long de ce début de parcours sur nos produits, nos clients, c'est concrètement les limites de notre process sur des petites courroies automobiles. On s'est pris les pieds dans le tapis l'été dernier sur une production. Et on a vraiment appris là-dessus, ce qui permet au développement de changer ses standards, à l'Indus de changer ses standards d'industrialisation pour faire attention à des points particuliers qu'on a découverts en production. Des trade-offs entre l'usure, la bruyance, la transmission de puissance en conditions humides de notre dernière courroie. C'est les gaps de connaissances dont parlait Cécile Roche dans sa petite vidéo et qu'on a traduit dans l'OBIA produit. Et puis, les liens entre les éléments de notre architecture produit, puisque notre produit est un ensemble de composants complexes. Ils ont tous un lien avec les autres, les uns avec les autres, et parfois, quand vous touchez un élément, vous dégradez une performance à côté. Et au travers de la matrice QFD, fait sur un projet notre positionnement technique, marché et concurrence. Pour nous, ce qu'on a vraiment appris, ce qu'on continue d'apprendre, c'est que l'ensemble des outils du Lean, ce n'est qu'un point de départ, c'est jamais un point d'arrivée. C'est jamais un outil pour atteindre la perfection d'un résultat. C'est les outils du Lean qui nous permettent d'orienter le regard de l'équipe, parce que quand on se met face à un problème technique, c'est pas de la discussion entre un chef et un collaborateur, qui est parfois compliqué, même si on essaye de pas rentrer là-dedans. Et que ça nous permet, l'ensemble des outils doivent nous permettre de mieux comprendre nos produits, ancrer nos connaissances et donc d'être plus sérieux. Donc bien sûr, le chemin est encore long, la galaxie est lointaine, mais on appris, on continue d'apprendre à apprendre ensemble. Et aujourd'hui, plutôt que d'avoir deux bateaux qui vont dans des directions à peu près les mêmes, on est plutôt sur une pirogue comme ça, on est embarqués tous ensemble. Et il faut continuer, il faut persévérer, c'est tous les jours, tout le temps, avec toutes les équipes, qu'il faut s'y atteler, parce que sans ça, on n'arrivera pas premier du 100 mètres. Voilà, merci à tous. Bon, alors on a dépassé un peu le temps là. Il y a une question ou deux parce qu'on a mangé quasiment la moitié déjà de la pause. Mais bon. Ouais, c'était très intéressant. Moi, j'avais juste une petite question pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez au début. Si j'ai bien compris, j'ai plus le nombre d'années, mais pendant 6-7 ans, vous avez commencé à vous intéresser à certaines méthodes qui sont reprises dans le Lean. Et c'est seulement à partir d'un certain temps, vous êtes vraiment intéressé au fond du sujet et que vous avez commencé à donc faire l'académie, entre autres. Est-ce que, avec le recul aujourd'hui, vous pensez que le fait d'avoir vivoté avec le Lean pendant toutes ces années, c'était quelque chose quand même d'important? Est-ce que c'est un passage qui vous semble aujourd'hui essentiel, ou est-ce que c'est toute une phase qu'on aurait pu complètement squeezer et aller directement dans le cœur du sujet avec l'académie? Je sais pas. Est-ce que tu avais des regrets? Je sais ou pas des s'il faut remords? essuyer les plâtres, s'il faut avoir essuyé les plâtres de je colle les outils pour être super 5S, super standard. Alors standard, c'est parfois on le voit comme la procédure, la règle à respecter, hein, et pas comme le disait ce matin ou David ou Cécile, comme la meilleure pratique du moment d'une équipe sur une production. Donc je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les outils, ça reste que des outils. On parlait d'intention derrière les outils. Ce qu'il faut aller chercher, c'est vraiment l'intention de l'outil. Et on a un biais à chaque fois, c'est qu'on
un outil, on arrive à le transformer à faire autre chose. Et ce qu'il faut arriver à comprendre dans tous les outils qu'on a touchés, dans le flux tiré, on peut le voir comme un outil, un super outil de gestion de production. C'est magnifique. C'est l'intention derrière qu'il y a, c'est absolument pas ça. C'est un outil de résolution de problèmes, de développer les gens, de tomber sur les cailloux. Voilà. Donc il faut toujours à chaque fois essayer de reprendre du recul sur l'outil pour pas faire du copier-coller bêtement. Et je sais pas s'il y a des gens qui partent directement dans le lean. Hein. Par contre, c'est sûrement plus dur. C'est assez déstabilisant d'avoir les outils, d'être convaincu de bien faire, et puis de se prendre des raclés à l'Academy Engineering ou à d'autres présentations. Là, le voyage de retour dans la voiture, parfois, il est difficile. Ouais, non, je dirais, ce qu'il faut, ça dépend de l'intention, de votre intention, en fait. Ces outils-là, on les a eu à disposition, effectivement, pendant une petite dizaine d'années. Tant qu'on n'a pas compris et tant qu'on n'a pas décidé de ce qu'on voulait faire, nous, de ce qu'on voulait faire des outils, ça ne sert à rien, en fait. On les regarde, ils sont là, il faut les utiliser. Mais à partir du moment où vous dites « Ah ouais, mais si on les utilise comme ça, ça peut apporter ça », aux collaborateurs, à moi, à l'entreprise, là, ça change tout. Donc, c'est vraiment votre conviction qui compte. Et puis, il faut essayer.